Bonsoir et merci à vous tous d'être encore dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser ce soir à Kofi Annan, premier secrétaire général des Nations Unies, originaire d'Afrique subsaharienne. Le Ghanéen Kofi Annan est décédé ce samedi à l'âge de 80 ans. Il aura connu sur le continent l'un des pires moments de sa carrière avec le génocide au Rwanda et plusieurs de ses plus belles réussites de diplomate. On évoque le sujet Kofi Annan et l'Afrique, la cicatrice d'un génocide, les succès d'un diplomate avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, de façon générale, quel souvenir l'Afrique et le monde entier devraient garder de ce personnage? Le souvenir d'un personnage qui a occupé les plus hautes fonctions à l'échelle internationale, aussi bien en termes de diplomatie qu'en termes d'administration, mais surtout un noir qui s'est retrouvé au devant de la scène au niveau des Nations Unies et qui, malgré tout ce qui existe comme entrave dans cette institution, parce qu'on l'oublie souvent, a pris ses responsabilités en s'assumant plusieurs fois sur des questions où il y avait des enjeux extrêmement importants. Il a eu le courage et la détermination de s'opposer parfois même aux Américains quand ils ont voulu faire entériner par les Nations Unies un certain nombre d'actions qu'ils considéraient étant des actions qui n'avaient pas de fondement sur le plan juridique. Est-ce qu'on peut considérer que Kofi Annan était un diplomate de poigne? Oui, c'était un diplomate de poigne. Je parlais tout de suite du cas des Américains. Ça rappelle la guerre avec l'Irak. Quand les Américains ont décidé de faire la guerre, ils ont voulu forcer la main aux Nations Unies pour que les Nations Unies cautionnent cette intervention. Mais il a refusé jusqu'au bout et il a toujours dit que cette guerre se fait sans la caution des Nations Unies. Et il a dit que les Américains ont violé le droit international en allant dans ce sens. Il n'était pas président de la République. Il n'y a pas beaucoup de présidents de la République jusqu'à aujourd'hui qui osent tenir tête comme lui il l'a fait. Ça montre que la poigne était bien là. Alors, Kofi Annan, sur le dossier rwandais, il était à l'époque, il avait 56 ans et occupait depuis un an le poste de secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix lorsque la machette des génocidaires s'abat sur les Tutsis et les Hutus modérés au Rwanda. Est-ce que sur ce dossier, on peut considérer que c'est un échec pour lui? Non, ce n'est pas un échec. Quand je vois les gens analyser la chose comme un échec, mais je me dis que les gens ne comprennent pas comment les Nations Unies fonctionnent. Kofi Annan, en tant que responsable du maintien de la paix, a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de soldats pour pouvoir assurer le maintien de la paix. Il a joué son rôle en réclamant aux Nations Unies une augmentation du nombre de soldats, comme on le voit dans d'autres pays, en RCA, etc. C'est le Conseil de sécurité qui a refusé d'augmenter le nombre de soldats. La deuxième chose, les missions de maintien de la paix des Nations Unies rencontrent toujours un problème. Quel mandat on leur a donné? Souvent, ils ont un mandat d'interposition. On ne leur demande pas de combattre. Il avait demandé à ce que le mandat soit changé pour que les forces des Nations Unies protègent carrément les populations qui ont été agressées, s'il le faut par les armes. On n'a pas voté cette résolution également. Donc quand on dit qu'il a échoué, en tant qu'administrateur, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que ces deux choses-là? Maintenant, c'est gênant que ça soit sous lui, parce que c'est lui qui était responsable quand même de cette institution en termes de maintien de la paix, qu'il y ait eu 800 000 morts. Et lui-même, il le répète tout le temps, ça a été un véritable remords pour lui. Il l'a pris très mal, le fait qu'il ait vu qu'on aurait pu éviter. Parce que c'était ça le fond du problème. Un tel génocide, et on a laissé faire, on s'est retrouvé au résultat avec 800 000 morts. Donc quand les gens disent échec, je ne vois pas en quoi il a échoué, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Même secrétaire général des Nations Unies, alors qu'il ne l'était pas, ce n'est pas lui qui décide. Oui. Alors, il dira à l'occasion du 10e anniversaire du génocide que la communauté internationale n'a pas été à la hauteur du Rwanda et cela devra toujours être pour nous une source de regret amer et de chagrin. Il parle en termes de nous, c'est-à-dire il se met au diapason de la communauté internationale. Ce n'est pas Kofi Annan seul qui assume la responsabilité. Oui, puisqu'il y a Kofi Annan, la personne que tout le monde connaît pour son combat pour la paix. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu le prix Nobel de la paix. Mais il y a Kofi Annan également qui était dans le système des Nations Unies, qui était chargé de cette protection. Et il a accepté d'assumer sa part de responsabilité dans cela.
en se rendant compte qu'il est dans un système. Ce système, de façon prioritaire, devait s'occuper de défendre ces populations qui étaient agressées, massacrées, c'est plutôt ça le terme. Mais le système en lui-même n'était pas en mesure de faire le travail. Il a accepté de prendre sa part de responsabilité en étant lui-même un homme du CRI, un homme du système des Nations Unies. Mais à coup sûr, s'il avait les bras libres, c'est clair que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est resté hanté par les 800 000 morts du génocide? On peut le dire, puisque régulièrement, quand l'anniversaire est organisé, il a toujours une phrase qu'il tombe. Et à chaque fois qu'on regarde la phrase, il y a deux éléments qui reviennent. La responsabilité des Nations Unies dans la protection des populations. C'est systématique. Mais il y a son chagrin également, son regret que l'on revoit à chaque fois dans ses déclarations. Donc il y a toujours ces deux aspects. Il faut que l'ONU prenne davantage ses responsabilités. Mais on voit un homme également qui a certainement été meurtri par le fait qu'il était dans une position où on aurait pu sauver des milliers de vies. On ne lui a pas donné les moyens pour pouvoir le faire. De 1996 à 2006, il a été secrétaire général de l'ONU. Est-ce que dans cette période de 10 ans, le monde a été plus sûr sous Kofi Annan? Plus sûr, on ne pourrait pas le dire, mais il a fait avancer le monde vers le droit international. C'est-à-dire que les règles soient appliquées. Et ce qu'on disait tout à l'heure, lui-même, il le dit, ces épreuves l'ont permis, quand il est devenu secrétaire général des Nations Unies, de vouloir agir pour que les mêmes choses ne se répètent pas. Parce qu'il savait très bien, en tant qu'un homme du CRI, pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais il s'est battu pour que ces choses-là ne se répètent pas. Mais c'est un appareil où, il faut le dire clairement, le secrétaire général, on le regarde un peu comme la tête des Nations Unies. Mais en réalité, tout le monde sait qu'au niveau des Nations Unies, les décisions, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Et même dans le Conseil de sécurité, les décisions, c'est au niveau des 5 qui détiennent le droit de veto. Donc, il était là, il a subi une chose, il a voulu que les choses ne se répètent pas, il a fait des efforts, il s'est prononcé pratiquement sur toutes les questions à l'échelle internationale, quel que soit le pays. C'est ce que je disais au départ, il a accepté de s'assumer en tant que secrétaire général des Nations Unies. Quand il fallait s'en prendre aux Américains, il l'a fait. Quand il fallait s'en prendre à un autre pays, il l'a fait. Il n'a pas baissé la tête en disant, bon, lui, en tant que noir africain, il ne peut pas dire certaines choses à telle ou telle puissance. Il a toujours tenu le discours qu'il fallait au moment où il le fallait. Alors, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, est-ce que c'était le diplomate d'origine de l'Afrique subsaharienne ou bien simplement le diplomate? Comment était-il regardé? C'était les deux, puisque si on se rappelle comment il a été élu, il y a un autre Africain qui était au poste, Boutros Ghali, qui a rencontré des problèmes avec les Américains, qui l'ont débarqué, parce qu'il faut dire les choses clairement. Et puisqu'il y avait ce système de rotation, c'était un Africain qui devait être à la tête des Nations Unies. Il fallait prendre un autre Africain. La seule différence, c'est qu'habituellement, quand on prend quelqu'un, c'est plutôt un homme politique, généralement, un ancien ministre, des choses comme ça. Lui, la différence, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui venait du Ghana pour venir aux Nations Unies, mais c'est quelqu'un qui était déjà dans le système des Nations Unies. Mais c'était un candidat quand même de l'Afrique pour continuer ce que Boutros Ghali avait fait. Donc sur ce plan, on peut dire qu'il était là également comme un Africain, il était là comme un Ghanéen, et on peut être fier de ce qu'il a fait au niveau des Nations Unies. Est-ce qu'il a eu plus de réussite dans le dossier kenyan? Oui, sur le dossier kenyan, il a eu plus de réussite, bien que lui, il ne donne pas cette qualification. Parce qu'il avait l'habitude d'insister sur les morts. Il y a eu 1100 morts là-bas. Et lui, c'était comme si c'était ça son problème. Pourquoi attendre autant de morts avant de réagir, alors que c'est une des maladies, effectivement, du système des Nations Unies. Assez souvent, quand on voit un problème venir, au lieu d'anticiper, on a tendance à attendre pour jouer après, au médecin après la mort. Et quand on regarde durant tout son mandat, il n'a cessé de poser ce problème de mécanisme d'anticipation sur les conflits. Et on l'a vu régulièrement, quand on sent que dans une zone, il y a un problème qui risque de se poser, se prononcer, interpeller les personnes concernées, interpeller les Nations Unies pour que les gens agissent par anticipation au lieu d'attendre la catastrophe avant d'agir. Mais malheureusement, il n'a pas été suivi sur ce plan-là. Mais il a quand même réussi à
en quelque sorte réconcilié Mwai Kibaki et Raila Odinga. Oui, il l'a tellement bien réussi que dans les réserves kenyanes à l'époque, par coïncidence, il y a un rhinocéros qui est né. On a donné au rhinocéros le nom de Kofi Annan en reconnaissance de ce qu'il a réussi entre ces deux hommes politiques kenyans qui avaient mis leur pays pratiquement à feu et à sang à l'issue d'une élection qui avait été contestée. Donc il a réussi, mais c'est ça qui était extraordinaire chez lui. Il n'était pas content parce qu'il trouve qu'on n'a pas agi au bon moment. On a agi avec du retard et c'est le retard qui est responsable des 1100 morts que le Kenya a connu durant cette crise. Alors, il a quitté quand même la tête de l'ONU en 2006, mais est-ce qu'il s'est vraiment reposé? Non, il ne s'est jamais reposé. Ça, on peut l'affirmer clairement, puisque c'est vrai qu'il est décédé en Europe, mais une semaine avant, il était en Afrique du Sud. Malgré son âge, à 80 ans, on l'a vu continuer à se mettre dans toutes les bagarres qui concernent la question de la paix à l'échelle internationale, mais également la question du développement économique de l'Afrique, la question du maintien de la paix. Même la zone de libre-échange dont on parle actuellement en Afrique, le ZLEC, il a joué un rôle important dans cette bataille pour qu'on mette en place cette zone de libre-échange pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire tourner l'argent à l'intérieur du continent, lieu qu'on voit l'argent partir, augmenter d'autres économies et laisser nos économies en rade. Alors sur, en tout cas, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il était également aux manettes là-bas. Oui, il était aux manettes. L'accord de 2000, c'est lui, plus l'Algérie, qui ont fait le travail. Et c'est l'accord de 2000 qui a entraîné la fin, j'allais dire, de la mauvaise guerre. C'est vrai que la guerre n'était pas complètement terminée. Il y avait de temps en temps de petites escarmouches entre les deux armées, puisque les armées se faisaient face. Mais à partir de 2000, la guerre meurtrière qui a été connue était complètement finie. Bon, heureusement, il était là encore quand le Kenya, l'Érythrée et l'Éthiopie ont accepté de mettre fin définitivement à ce combat. Je me dis que ça doit être certainement une de ses dernières joies dans ce monde. Alors, quel souvenir faut-il garder de lui, finalement? En fait, un exemple, moi c'est ce que je dirais, un exemple pour les Africains, c'est-à-dire pouvoir avoir les compétences qu'il faut et arriver dans des positions de responsabilité, prendre ses responsabilités sans se dire je suis africain, je suis ghanéen, mais non, assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. Et je crois qu'il l'a très bien fait au niveau des Nations Unies. On doit pouvoir le montrer comme exemple pour les Africains, pour que d'autres Africains prennent le même chemin, qu'il y ait des voix en Afrique qui soient des voix fortes, pas des voix qui sont là comme des tonneaux pour répercuter ce que les autres disent, mais pour dire également ce que les Africains pensent, autant quand ils sont d'accord que quand ils ne sont pas d'accord. Alors, finalement, Kofi Annan s'en est allé. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, on peut considérer que son héritage continue d'être perpétué? Oui, je me dis que les Nations Unies ne pourront pas l'oublier. Il a fait 2 mandats, ça fait quand même, mine de rien, 10 années. Il a été dans plusieurs combats au niveau des Nations Unies. Quand il a quitté les Nations Unies, il a toujours continué à faire ce combat et de la même façon. Il faut qu'on se rappelle que les Nations Unies même l'ont rappelé à un certain moment avec les pays arabes sur le cas de la Syrie. C'était lui le médiateur, mais il a montré l'homme de poigne qu'il était. Il a démissionné. Et quand on lui a dit pourquoi il a démissionné, il a dit que la mission était une mission impossible. On lui a dit pourquoi une mission impossible. Il dit ces puissances qui sont là-bas en Syrie en train de se battre, c'est eux qui l'empêchent d'accomplir sa mission. Donc même quand il a quitté les Nations Unies, il est resté ce Kofi Annan qui était au niveau des Nations Unies pour la paix, mais qui n'est pas prêt également à laisser des personnes venir lui marcher sur les pieds en lui indiquant ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il est quand même resté un homme un peu digne parce qu'on avait espéré qu'en quittant les Nations Unies, il brigue la présidence ghanéenne. Il n'a jamais fait ça. Oui, c'est vrai que les gens font toujours cette confusion. Kofi Annan est un homme de carrière des Nations Unies. Est-ce qu'il a une base politique au Ghana? Est-ce que la façon dont il est connu à l'échelle mondiale, c'est de cette même façon qu'il est connu au Ghana? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quitté le Ghana très tôt, il n'avait pas 25 ans. Et quand on veut faire de la politique, il faut se détromper. Les gens ont l'habitude, parce qu'on les voit partout dans les médias, à penser que bon, puisqu'ils sont passés dans tous les médias qui existent, ils sont suffisamment populaires pour que quand on se présente à des élections, pour qu'on les gagne. Non, ce n'est pas ça, gagner des élections. Il faut avoir une base sociologique sur le terrain qui fasse un travail de longue haleine
de recrutement, d'organisation de militants et qui aboutissent à une campagne électorale. Il ne l'avait pas fait. Et moi, je me dis qu'il n'avait pas un intérêt particulier à vouloir devenir président du Ghana après avoir été secrétaire général des Nations Unies. C'est plutôt le contraire. C'est ceux qui ont été présidents qui veulent devenir secrétaire général des Nations Unies. Ils pouvaient se contenter de son poste, continuer à servir l'Afrique sans vouloir servir le Ghana de façon exclusive. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause à présent est l'invité de ce jour.